Guadeloupe, actualité. Gérald Bougré, promoteur-inventeur, vient d'être auditionné dans l'une des salles de l'Assemblée nationale sur son projet guadeloupéen de production d'hydrogène vert en présence de plusieurs parlementaires et d'intervenants par visio tels que Henri Joseph. L'hydrogène produit en Guadeloupe peut présenter plusieurs avantages économiques et environnementaux. L'hydrogène vert est en effet une source d'énergie propre car sa seule émission est de la vapeur d'eau, sans émission de gaz à effet de serre, ce qui peut contribuer à la protection de l'environnement local et à la réduction des impacts sur le climat. Sur le plan économique, la production d'hydrogène peut créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la production, du transport et de la distribution d'énergie, stimulant ainsi l'économie locale. Par ailleurs, en produisant de l'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelables, la Guadeloupe peut réduire sa dépendance aux sources d'énergie importées et remboursées. Gérald Bougré au micro de ONews Paris. Officiellement le 31 mai dernier avec la population guadeloupéenne qui s'appelle UGA Géo 4G.H2, une Guadeloupe d'avance, géothermie 4e génération à hydrogène. Je dis bien un projet guadeloupéen qui a été déposé, l'exploitation de cette ressource et d'autres, parce que les îles ont d'autres atouts en dehors du solaire photovoltaïque et l'éolien qu'on ne connaît pas, qui sont notamment les stations de transfert d'énergie par pompage d'eau de mer. Pour enrichir cette recherche de développement appliqué, j'ai été aussi félicité par Madame Michèle Béon, qui est l'ancienne patronne présidente de RDF, sur mes travaux dans le domaine des réseaux électriques intelligents, les smart grid, et qui était aussi, elle était membre du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts. Mais en plaçant quasiment la totalité de notre île en parc national, c'est-à-dire qu'on ne peut plus fouiller, donc on ne peut plus faire de la géothermie. À l'exemple de mon ami Farid Obra, docteur en énergie renouvelable, qui a travaillé sur le stockage de batteries hydrauliques, personne à La Réunion, en tout cas, mise sur cette solution. On nous propose seulement de faire de l'éolienne et on a mis des panneaux photovoltaïques un peu partout, mais en fait, on n'a pas un réel mix des énergies pour pouvoir atteindre l'autonomie en 2030. Donc, si j'ai bien suivi votre discours, c'est de l'hypocrisie en fait de nous vendre à chaque fois qu'il faut atteindre l'autonomie alimentaire, qu'il faut l'autonomie énergétique, et en fait rien n'est mis vraiment en place pour qu'on l'atteigne et pour donner réellement les moyens d'y atteindre, parce qu'à La Réunion, nous on peut avoir le soleil, on a l'eau, on a la verdure que je viens d'apprendre, là moi j'ignorais totalement, la géothermie, en fait, on fait tout à 5, 3, 4% pour ne pas atteindre réellement l'ambition fixée qui était d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030. Pour l'initiative, merci Gérald, Jean Bougré de la présence à l'Assemblée, les collègues. Question simple, concrète, TPE. Donc la Guadeloupe doit sortir sa TPE dans les mois à venir. Très concrètement, que demandez-vous que ce qui soit inscrit dans la TPE en termes de type d'énergie renouvelable et en termes de kilowattheure? Voilà. Ça c'est parce que comme par ailleurs les élus de Guadeloupe réfléchissent dans le cadre du SIOM, comité interministériel des Outre-mer, à faire des propositions très concrètes, et comme ce sont des sujets très techniques et que tout le monde, vous l'avez très bien dit, n'est pas averti de ces sujets-là, pour des profanes comme moi par exemple, parce que ça je le demandais, qu'est-ce qu'on met dans la PPE, quel type d'énergie et quel volume? Écoutez, c'est pour apporter un certain nombre de précisions au plus haut niveau du gouvernement et puis de la représentation politique nationale. S'agissant, on connaît aujourd'hui les problématiques énergétiques du monde entier via la guerre en Ukraine et en Russie. S'agissant de voir dans quelle mesure la transition énergético-économique des îles pourrait se faire de manière optimale en utilisant des moyens de production qui ne sont pas encore très connus, comme celle de la géothermie haute enthalpie. Je passe par la basse ou de la moyenne géothermie, mais la haute enthalpie, grande chaleur, grande température, d'une part, station de transfert d'énergie par pompage, d'autre part, et le comment du pourquoi, ces énergies, ces moyens de production mal connus, entre guillemets, pourraient être vecteurs de production par électrolyse de l'eau de l'hydrogène vert. J'invite tout notre auditoire
voir sur n'importe quel navigateur, taper hydrogène ou hydrogène vert, le marché de l'hydrogène vert, qui représente selon les grandes sociétés financières du monde, Goldman Sachs et autres, Morgan Stanley, des milliers et des milliards d'euros. Alors justement, quelle différence il y a entre les énergies vertes de l'éolien, par exemple, et du photovoltaïque? Alors, l'éolien et le solaire photovoltaïque sont dits des énergies renouvelables, mais on apporte la précision que ce sont des énergies renouvelables dites fatales du fait de leur intermittence. Et lorsqu'il s'agit d'avoir de l'éolien au niveau domestique, personnel et autres, pas de problème particulier, sur la photovoltaïque de même, mais lorsqu'il s'agit de pouvoir injecter des millions de watts sur un réseau électrique dans une zone, parce que nous sommes considérés comme une zone non interconnectée et pour cause, eh bien, c'est beaucoup plus problématique et beaucoup plus, ça cause beaucoup plus de problèmes, d'autant que dans les îles en question, il y a des problématiques de foncier, il y a des problématiques d'artifice, il y a son des sols. Donc, on dit, nous, on prône le fait qu'il faut d'abord voir dans quelle mesure, compte tenu des retours d'expérience que l'on a aujourd'hui, les possibilités qu'on a au niveau des énergies renouvelables non intermittentes, dont la géothermie haute enthalpie fait partie, dont les stations de transfert d'énergie par pompage font partie, pour sécuriser le réseau et ne pas avoir les problèmes, même quand on a du stockage, avec certaines sources qui, elles, sont intermittentes, sous la photovoltaïque, éolien et autres, et ainsi de suite. Donc, le fait d'apporter ces informations-là, le fait de préciser un certain nombre de choses concernant ces technologies de production, ça permet quand même aux insulaires de manière générale de pouvoir se faire une idée, pour pouvoir objectiver la suite des événements, notamment dans leur transition énergétique ou économique et l'atteinte d'une forme d'autonomie énergétique. Voilà, peut-on justement attendre une autonomie énergétique pour la Guadeloupe avec un tel projet à terme? Logiquement, les études qui ont été faites jusque-là, la toute dernière faite par un scientifique de GeoAzur, qui disait que nous, par exemple dans le sud Basse-Terre, nous aurions un potentiel en géothermie haute enthalpie qui est extrêmement important. Donc je pense qu'a priori, si les choses sont bien faites et si on continue d'aller dans le bon sens, on devrait avoir les possibilités de couvrir nos besoins grâce à nos énergies renouvelables non intermittentes, même si à la marge on pourrait avoir à terme du photovoltaïque ou de l'éolien avec du stockage, mais encore une fois avec dans des conditions beaucoup plus intéressantes que ce qui a pu se faire jusque-là grâce à ces énergies renouvelables non intermittentes. Et des atouts économiques, puisqu'on peut exporter. Et c'est très important. Je rappelle que vous le tenez à le souligner, qu'il s'agit bien d'un projet guadeloupéen. Tout à fait. Non, c'est que beaucoup de gens disent, j'entends souvent dire un certain nombre de choses concernant la création d'entreprises. Les gens disent, oui, il faut monter des entreprises. Oui, monter des entreprises. Il faut d'abord qu'il y ait un marché. Les gens l'oublient souvent. Il faut qu'il y ait un marché. Il faut que les clients, par rapport à ce marché, soient solvables. Et nous, on a la chance que dans ce cas précis, de l'énergie, les marchés, c'est celui qui est connu, on peut taper à n'importe quel navigateur, encore une fois, marché de l'hydrogène, marché de l'énergie haute, pour se faire une idée de ce que ça donne en termes de volume. Hein, okay. Et surtout, on a, dans un premier temps, un client solvable qui est, entre guillemets, EDF, mais avec notre hydrogène, ce serait, dès lors qu'on arriverait à déjà en intramuros, tout ce qui est mobilité lourde, voiture, transport, etc., ça pourrait se faire avec notre propre hydrogène produit sur place, etc., avec toute une filière qui pourrait être développée par rapport à cela. Mais surtout, deuxième chose, on aurait la possibilité de liquéfier l'hydrogène à moins de 150 degrés Celsius, et ensuite, la capacité via des tankers qu'on appelle aujourd'hui des hydrogéniers, de partir soit de Sud-Basse-Terre, soit du Nord-Grande-Terre avec les stations de transfert d'énergie par pompage, vers le monde entier pour vendre de l'hydrogène, encore une fois, vert. Parce que on parle d'hydrogène vert de manière inopportune, puisque en France, par exemple, on vous parle d'hydrogène vert, mais c'est faux, puisque c'est produit à partir de solaire photovoltaïque et de l'éolien avec l'électrolyse de l'eau. Donc l'éolien et le solaire photovoltaïque dégageant pour leur construction, leur fabrication des gaz à effet de serre. Donc le résultat ne peut pas être de l'hydrogène vert. Bon, ben, c'est impropre selon moi. Alors que nous, faire la géothermie haute enthalpie, par exemple, c'est vert, disponible 7 jours sur 24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
non intermittent, c'est quasiment l'idéal avec l'hydraulique. Alors, quel est le stade de ce projet pour une future concrétisation? Eh ben, elle est déjà en train de concrétisation. Simplement, les gens croient que ça a été bloqué ou c'est bloqué. Non, simplement, quand vous avez le projet UGA Geo4G.H2 concernant les CAPEX, c'est les moyens d'investissement, les financements dès le départ, c'est quand même 252 millions d'euros, d'une part, avec une technique ou des techniques d'exploitation de la ressource qui sont toutes très nouvelles, elles optimisent le fonctionnement de l'exploitation de la géothermie en question. Donc ça se fait pas comme ça. Et pour la partie hydrogène, c'est une unité qui produirait une puissance installée de 20 mégawatts. Donc tout ça, ce genre de projet à ce montant-là et compte tenu des enjeux, s'instruisent en France en partant avec un certain nombre de réglementations qu'il faut respecter, avec un certain nombre de personnes qu'il faut rencontrer pour avoir les autorisations, etc. Et donc fatalement, un temps incompressible doit être passé pour pouvoir instruire les dossiers en question. On est arrivé aussi, on a des prépositionnements projets en Martinique, en Indonésie, avec des Canadiens ailleurs aussi, à La Réunion, à la Dominique, à Saint-Martin, Saint-Kitts, Saba, etc., etc. Mais comme je dis encore une fois, ce sont des énergies qui de par des projets qui de par nature sont longs. Et on a réussi donc à déposer le projet en question, je l'ai dit, le 31 mai dernier. On a maintenant la préfecture, en tout cas la DREAL, qui a réagi avec M. Philippe Poitiot, et a priori le projet en question devrait être éligible au fonds France 2030 et puis le PIA, programme d'investissement d'avenir, doté de 54 millions d'euros. Et quand bien même les choses prendraient une certaine tournure, nous on a la capacité d'aller chercher sur les marchés financiers internationaux. Je rappelle que l'ONU a mis en place à la conférence de Copenhague 2009 un certain nombre de dispositifs financiers d'importance permettant, dès lors qu'on a un projet qui tient la route, de lever quasiment les montants dont on a besoin sur les marchés financiers internationaux avec des outils adaptés pour ce faire. Alors, il s'agit bien sûr, je le répète, de projets guadeloupéens. On peut imaginer qu'il faudrait que la population soit informée. Tout à fait. Nous, on a commencé dès le départ par ça. C'est-à-dire que simultanément à tout le travail que j'ai pu faire ces dernières années, j'envoyais une note qui s'appelle d'ailleurs une Guadeloupe d'avance aux élus, aux mairies, aux collectivités, etc., pour leur faire des remarques sur tel ou tel aspect, sous l'éclairage public, tel ou tel aspect, sous tel ou tel source de production d'électricité. Je rappelle aussi que j'ai été accompagné en cela par Rosy Calif et Jean-François Dorville. Jean-François Dorville est docteur en mécanique des fluides. À l'UAG, j'ai un courrier de recommandation de l'ancien président qui s'appelait Safa. Je suis passé en conseil scientifique de l'UAG avec M. Justin Daniel à une époque, toujours par rapport à ces travaux de recherche et développement appliqués dans ces domaines-là, pour pouvoir être crédible et dans la position qu'on est aujourd'hui en termes de force de proposition qui tiennent la route. Et en même temps, on a fait aussi des recherches sur le moyen d'informer ou de former la population là-dessus. Alors, je vais vous faire un scoop, c'est que nous, on a commencé à faire ces réunions avec la population. On en a fait 3 au Centre des Arts, on en a fait 2 à la Marche des Esclaves à Petit Canal, on en a fait un autre au Lamentin, Symposium, on a fait un autre aux Abîmes. On a commencé cette instruction pour créer une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle KNRS, pour lesquelles n'importe quel Guadeloupéen peut être actionnaire ou sociétaire à hauteur d'un euro. Et figurez-vous que ces manifestations-là ont suscité l'intérêt de l'université de Montpellier. Okay, et l'université de Montpellier nous a demandé l'autorisation de réaliser une thèse de docteur sur la manière que nous avons eu de procéder pour faire en sorte, pour solliciter, pour informer la population guadeloupéenne sur ces enjeux des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.